Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection internationale, dirigée par Denis Rouland, Joël Chassin, Françoise Dekowski et Marie-Hélène Touzalin. Cette collection a pour vocation de présenter les études les plus récentes sur les institutions, les politiques publiques et les forces politiques et culturelles à l'œuvre aujourd'hui. Au croisement des disciplines juridiques, des sciences politiques, des relations internationales, de l'histoire et de l'anthropologie, elle se propose, dans une perspective pluridisciplinaire, d'éclairer les enjeux de la scène mondiale et européenne. Dernière parution. Salvador Zran, l'humanitaire à l'épreuve de la prédation néolibérale. Zone de conflit de la Corne de l'Afrique, 1982 à 2002, 2022. Charalambos Petinos, la guerre du gaz en Méditerranée orientale. Les nouveaux pirates du Levant, 2022. Hugo Placet, la Chine, un acteur responsable, révisionniste ou réformiste? Les enjeux onusiens dans les livres blancs de la défense chinoise, 1995 à 2020, 2022. Joël Dallègre, un siècle de relations gréco-turques, 2022. Catherine Leterrier, Brésil-États-Unis. Pour mieux comprendre une relation complexe, 2022. Yves Golder, Margaret Thatcher. Construction d'une image politique, 2022. Jean-Michel Lacombe, Le business de la démocratisation et la technique du coup d'État, 2022. Hervé Baudu, Les routes maritimes arctiques, 2022. Boris Kossoy, L'éphémère et l'éternel dans l'image photographique, 2022. Catherine Durandin, Cécile Folschweiller, Irina Geridan, Dir, 1918. Nation et révolution. Roumanie, Bessarabie, Transylvanie, 2022. Philippe Marchezin, Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales, 2021. Gildas Lemarchand, Désarmement, démobilisation et réintégration au cœur des conflits armés sahéliens, 2021. Céline Loué, La France et les relations diplomatiques européennes dans la presse espagnole, 1820-1833, 2021. Laure Hélène Swinnon, Le reggae et les femmes. Désaccords en nombre et en genre, 2021. Héloïse Hervé du Pénoat, L'Union européenne au défi du gazoduc Nord Stream 2, 2021. Anem OnSSUS, La salsa cubaine en Europe et en Amérique. Comment danse-t-on à lo cubano, 2021. Sergio Molina Garcia, Une clé pour l'Europe, Le débat agricole franco-espagnol et l'adhésion de l'Espagne à la CEE, 1975 à 1982, 2021. Axel Jama, Naissance et fonctionnement de la police au Somaliland. Ethnographie d'un commissariat de police urbain, 2021. Chapitre 1. Politique d'égalité au sein des universités. Projet entre les pays africains et les îles Canaries, Espagne. Inmaculada González Pérez, Carmen Ascanio Sanchez, Universidad de La Laguna. 1. Inégalité et avancée dans le monde. Depuis les années 1970, les organismes internationaux unissent leurs efforts pour promouvoir l'égalité de genre, comme l'illustre l'entrée en vigueur de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW, des Nations Unies, 1981, ou le nombre croissant de politiques d'égalité à partir de l'approbation de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing des Nations Unies en 1995. En matière d'éducation, ces politiques ont également attiré l'attention puisqu'actuellement, partout dans le monde, les lois d'éducation générale ou inclusive sous la responsabilité des ministères d'éducation se centrent sur les personnes ayant un handicap dans 79% des pays, sur les minorités linguistiques dans 60% d'entre eux, l'égalité de genre dans 50% des pays et des groupes ethniques et indigènes dans 49% d'entre eux. UNESCO 2020A, page 30. On ne peut donc pas nier l'engagement de plus en plus important des États en matière d'égalité de genre au sein de l'éducation, ainsi que leur implication pour atteindre les objectifs de développement durable 4, éducation de qualité, et 5, égalité entre les sexes. Tout ceci se reflète dans la plus grande parité dans les taux bruts d'inscription, plus particulièrement à partir des années 1990. Cependant,
Cette tendance ne se retrouve pas dans les taux de diplômés de chaque étape scolaire. Il existe d'énormes inégalités, aussi bien entre régions qu'entre pays. En Afrique subsaharienne, par exemple, le meilleur taux de diplômés ES en éducation primaire n'a pas atteint la parité. En Afrique septentrionale, les avancées faites en matière de taux de diplômés ES en éducation secondaire ont été freinées par les derniers conflits dans cette région du monde, GEM 2021. En nous centrant sur le taux féminin d'inscription, ce dernier a triplé depuis 1995. Dans de nombreux pays, les femmes ont plus de probabilités de terminer leurs études supérieures que les hommes, OCDE 2020, tandis que dans d'autres zones du globe, la parité n'a pas été atteinte. Dans toutes les régions, à l'exception de l'Asie centrale et méridionale où la parité est atteinte, ainsi qu'en Afrique subsaharienne où s'inscrivent 73 femmes pour 100 hommes, les femmes sont réellement sous-représentées. Du point de vue des droits de l'homme, de la justice sociale et de l'économie, cette avancée est digne d'éloge mais cet avantage s'arrête là, IESALCUNESCO 2021 page 6. Il s'agit donc d'un nombre considérable de pays dans lesquels les femmes sont sous-représentées. Ceci est encore plus net lorsque l'on différencie par filière. Dans plus de 120 pays, la part d'élèves femmes en ingénierie, industrie et construction, technologie de l'information et communication, TIC, est à peine de 25%. Si l'on examine cette proportion dans la filière des mathématiques, les femmes y sont aussi en minorité. Au fur et à mesure que l'on monte dans les niveaux d'études post-licence, la présence des femmes diminue, et cela dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Asie centrale. Elles sont en effet moins nombreuses dans les études de master et doctorat qu'en licence, IESALCUNESCO 2021. Cela met en exergue la persistance des rôles sociaux au-delà de la sphère universitaire. 1. Les inégalités sont également présentes dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. Dans de nombreux pays, les femmes sont insuffisamment représentées dans le corps enseignant et dans les organes de décision de l'enseignement supérieur. Ceci est une caractéristique des cultures institutionnelles non inclusives ou encore non orientées vers un plus grand changement social et culturel, en faveur d'une plus grande égalité de genre. Les processus conventionnels de recrutement du professorat, qui récompensent les trajectoires académiques linéaires, à temps complet et ininterrompues, contribuent à la faible représentation de la femme dans l'univers académique, même si elles sont plus nombreuses que les hommes en tant qu'étudiantes. Il y a plus de probabilité que les règles et les normes défavorisent les femmes en ne reconnaissant pas leurs autres engagements, tels que leur responsabilité familiale, UNESCO 2020A, page 266. En 2018, les femmes représentaient 43% du professorat de l'éducation supérieure contre 66% et 54% respectivement en éducation primaire et secondaire. D'autres variables liées à la trajectoire académique connaissent des paramètres semblables. Dans le monde, 30% seulement de la recherche est féminine UNESCO 2019b. Entre 2014 et 2018, 62% des auteurs des publications de haut impact sont des hommes contre 38% de femmes, IESALCUNESCO 2021. Les inégalités sont également présentes chez les auteurs. 33,1% des premiers auteurs sont des femmes. Cela a également des conséquences pour les femmes dans l'enseignement supérieur puisque la position dans la liste des auteurs est importante pour des raisons qui vont au-delà du contenu de l'article. Par exemple le prestige et l'accessibilité au budget de recherche, Bendels et al., 2018. Un autre élément important demandant des réponses immédiates de la part des équipes universitaires de direction, et de la communauté en général, est la violence à l'égard des femmes sur les campus où le harcèlement et les agressions sont présents dans toutes les régions du monde. Plusieurs instruments ont été mis en place pour tenter de lutter contre ce problème, réunis dans la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes des Nations Unies, 1994, bien qu'il soit particulièrement peu développé dans les pays à faible et moyen revenu, ONU Femmes 2019. Les violences de genre LGTBI dans l'éducation supérieure ont récemment été l'objet d'intéressantes analyses, Scarpino et Johnson, 2021. Toutes ces inégalités citées auparavant ont été amplifiées par l'actuelle pandémie mondiale. Bien que l'impact ait été global,
certaines analyses montrent que l'Afrique a été le continent où les conséquences ont été les plus lourdes dans la recherche, l'enseignement et la gestion. Marinoni, Vantiland et Jensen, 2021. Plus particulièrement en ce qui concerne l'accès à la technologie et à la mobilité. L'approche de genre n'est pas toujours perceptible dans ces études récentes, mais lorsqu'elle est présente, on peut y voir l'impact différentiel entre les femmes et les hommes. Bugan, 2020, Tchernievitch et al. 2020, IESALUNESCO 2021. Généralement, les effets négatifs sur la population étudiante sont visibles et plus particulièrement sur les femmes en ce qui concerne le taux d'inscription, la mobilité, l'abandon des études, le rendement académique. De nombreuses étudiantes se sont vues obligées de s'occuper des enfants à la maison et de réaliser plus de tâches domestiques, ce qui ne leur laissait que peu de temps pour leurs études. Et l'augmentation de la violence au sein des foyers, une des données les plus révélatrices, a sans aucun doute conditionné le rendement académique. Quant au professorat, ce dernier a connu une augmentation de ses activités d'enseignement, et il a fallu faire face au défi d'assurer les cours en présentiel et ou en ligne, selon les circonstances. Quant à la recherche, un nombre incalculable de voyages internationaux ont été annulés ou repoussés ainsi que des congrès et rencontres scientifiques. Cependant, cette répercussion a davantage touché les chercheuses puisque leurs résultats de recherche ont drastiquement chuté durant le confinement tandis que ceux de leurs homologues masculins ont augmenté. Marinoni et al. 2020, extrait de IESALCUNESCO 2021, page 45. En résumé, les chercheuses ont beaucoup plus souffert que leurs collègues masculins de la charge supplémentaire qu'ont supposé les fermetures des écoles, des centres de soins pour les personnes âgées et du manque d'aide dans les tâches domestiques, entre autres. 2. Politique d'égalité dans les institutions d'éducation supérieure. Depuis plusieurs décennies, les organismes internationaux ont développé des politiques d'égalité de genre dans le domaine de l'éducation. Cependant, l'approche de chacun de ces organismes est profondément politique, ce qui les différencie ou même creuse l'écart entre eux. Pour la Banque mondiale, la femme doit être productive et doit contribuer, par ses capacités et sa main-d'œuvre, au bien-être économique de son pays, de telle manière que l'éducation devient un outil privilégié pour faire augmenter aussi bien les revenus que la productivité des femmes. Martinez, 2015, page 75. Le PNUD, grand défenseur du développement humain, propose une éducation polyédrique, basée sur l'économie, la participation et la non-violence, ce qui implique l'engagement et un investissement important de la part des États. L'approche Gender Equality and Development (GED), avancée par l'UNESCO, défend le besoin de travailler des hommes comme des femmes mais diffère du PNUD en promouvant le développement humain social et durable construit par tous, hommes et femmes, avec les mêmes capacités, motivations, besoins et satisfactions. Martinez, 2015, page 75. Enfin, dans une approche plus politique et participative, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme UNIFEM met l'accent sur 5 domaines prioritaires. 1. Renforcer le leadership des femmes et leur participation. 2. Mettre fin à la violence à l'égard des femmes. 3. Intégrer les femmes dans tous les aspects des processus de paix et de sécurité. 4. Renforcer l'autonomisation économique des femmes. 5. Et placer l'apostrophe égalité des sexes au cœur des processus de planification et de budgétisation, au niveau national. UNIFEM 2021. Le fait que ces organismes internationaux aient créé des indicateurs spécifiques en matière de genre est révélateur de l'importance qu'ils attribuent à ces politiques. Nous trouvons l'indice d'inégalité de genre, IIG, l'indice d'égalité de genre, IEG, et l'indice mondial d'écart entre les sexes, IMES. Chacun d'entre eux a tenté de mesurer les résultats de leur investissement en faveur de l'égalité de genre. Cependant, il est plus difficile de trouver des indicateurs communs qui permettent d'évaluer objectivement et précisément les avancées locales et globales et plus encore, au niveau de l'éducation supérieure. En transférant cet intérêt autour des politiques d'égalité aux institutions d'enseignement supérieur, on peut constater une polarisation entre, d'une part, des établissements qui possèdent de nombreux outils pour mesurer cette réalité et d'autre part, d'autres domaines sans aucune donnée ventilée ou encore sur l'évolution de la situation des universités et des centres de recherche. Il est clair que connaître la réalité,
la contextualiser et la comparer sont des passages obligés pour mettre en place et évaluer ces politiques. Au sein des premiers contextes cités, qui correspondent en général aux pays du Nord, nous avons de nombreuses études sur les centres d'enseignement supérieur. Il est également possible de consulter des rapports et des documents, généralement élaborés par des organismes nationaux ou internationaux qui apportent des données et, dans certains cas, des statistiques comparatives entre pays et ou territoires. Cependant, dans ces mêmes régions, il existe également des carences. En effet, les études quantitatives sont plus nombreuses que les études qualitatives et comparatives. Les évaluations sur les résultats de ces politiques sont également absentes. Quant aux autres contextes nationaux, généralement les pays du Sud, il est difficile d'en avoir une image nette. La dispersion des études, généralement centrée sur des institutions spécifiques, ainsi que la désagrégation des données prédominent, ce qui empêche une analyse comparative plus en profondeur. C'est le cas pour la plupart des pays africains. On constate une polarisation semblable dans les priorités établies aussi bien dans la recherche que dans la mise en place de politiques et de leurs évaluations. Par exemple, il existe de nombreuses analyses sur la situation des élèves et plus particulièrement sur l'augmentation des inscriptions féminines. De fait, un quart des pays dans le monde ont utilisé des mesures de discrimination positive dans leurs procédures d'admission, dans certains cas depuis plus de 25 ans. Le genre est la première variable prise en compte, suivie de l'origine ethnique, sociale ou économique, Dundley et Moses 2015. Il est par contre plus difficile d'obtenir, au-delà des données statistiques, des analyses sur le personnel enseignant et chercheur. De ce collectif, seuls sont mentionnés la persistance de la ségrégation verticale au sein des carrières académiques et la sous-représentation des femmes au sein du professorat. De même que ces contrastes au niveau mondial, le poids des inégalités et l'écart entre les sexes diffèrent selon les contextes nationaux. Il en est de même pour la densité et l'impact de la mise en place des politiques d'égalité au sein de ces espaces d'éducation supérieure. En nous centrant sur les domaines en relation avec notre projet, nous citerons quelques exemples de l'Union européenne et des pays africains. En ce qui concerne l'Union européenne, un grand nombre de rapports sur la situation des femmes dans divers domaines scientifiques et dans le développement des politiques d'égalité ont vu le jour. De fait, des programmes européens comme le Seventh Framework Programme (FP7) et le programme Horizon 2020 (H2020) ont fortement influencé la mise en place de plans pour l'égalité en faisant avancer les priorités de l'espace européen de la recherche (EER) de 2012 et la stratégie européenne pour l'égalité des genres 2020 à 2025, particulièrement important dans le cas espagnol, Lopez, Silvestre et Garcia, 2021. On ne peut donc comprendre les données actuelles et par conséquent, les progrès réalisés, sans ces politiques d'égalité. Le dernier rapport de la Commission européenne, Figure, présente les avancées obtenues entre 2003 et 2018. Les éléments suivants sont particulièrement intéressants. Les données sur les femmes qui terminent leurs études, celles sur les femmes chercheuses, l'avancée des carrières scientifiques et la situation dans la recherche et l'innovation, Commission européenne 2019. En ce qui concerne le premier point, la part des femmes diplômées a considérablement augmenté, entre 40 à 60%, avec une surreprésentation dans les domaines de l'éducation, 68%, de la santé et du bien-être, 60%. Cependant, les femmes sont sous-représentées dans les domaines des TIC et de la communication, 21%, et de l'ingénierie, de la manufacture et de la construction, 29%. Pour tous les pays analysés, nous pouvons conclure que les femmes ont plus de probabilités d'arriver au niveau de la licence mais moins de continuer au niveau du doctorat. Quant au domaine de la recherche, on observe une croissance de 2,9% entre 2013 et 2019 de femmes scientifiques et ingénieurs. La part de chercheuses en R+I dans les secteurs d'éducation supérieure, de gouvernement et d'entreprises commerciales reste cependant inférieure à celle des hommes dans presque tous les pays. En tant que personnel de soutien, elles sont par contre plus nombreuses que les hommes. Quant aux conditions de travail, ces différences s'accentuent et le progrès y est moindre. Dans l'Union européenne, 13% des chercheuses face à 8% des chercheurs travaillaient à temps partiel en 2016 et avaient plus de probabilités d'être embauchés dans des conditions précaires.
Les femmes employées dans des activités R+D gagnaient environ 17% de moins que leurs homologues en 2014. La mobilité professionnelle masculine est également supérieure, bien que certains modèles varient selon les pays. La trajectoire des carrières scientifiques des femmes est une donnée significative. Bien que les données évolutives s'améliorent, la représentation des femmes se réduit à la moitié au fur et à mesure de l'évolution de la carrière académique. Ceci est particulièrement notable dans les carrières STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ce phénomène est également présent pour les catégories professionnelles auxquelles les femmes accèdent. En effet, seuls 7,4% du personnel académique féminin possède une catégorie A, catégorie supérieure, par comparaison aux 16,7% des hommes. Quant aux postes à responsabilité, de nombreux progrès restent à faire. Le pourcentage de femmes au sein de la direction d'institutions d'éducation supérieure a en effet augmenté mais n'atteint que le faible pourcentage de 21,7% en 2017. Dans la recherche et l'innovation, les femmes sont encore nettement sous-représentées quant à la paternité des publications scientifiques. Tout domaine confondu, c'est dans les sciences médicales que la proportion des femmes est la plus élevée, 32%. Elles sont également plus minoritaires dans le domaine des inventions brevetées. La question du genre est très prégnante dans la composition des équipes d'inventeurs, avec en grande partie des équipes exclusivement masculines, 47%. Dans ce sens, la répercussion des stéréotypes de genre et la culture universitaire, fortement masculinisée et ancrée dans le capitalisme académique, freinant les carrières universitaires féminines, ne sont toujours pas analysées en profondeur, Reverter 2020. Dans le cas espagnol, les diagnostics et les politiques en faveur de l'égalité ont considérablement augmenté durant la dernière décennie, en particulier dans le développement d'instruments juridiques. Il existe encore cependant plusieurs écarts importants, comme le montrent les analyses des chapitres 6 et 7 de ce livre. En Afrique, les analyses de la représentation des femmes dans les universités ainsi que des politiques d'égalité de genre mises en place peuvent se caractériser par leur grande dispersion. Les écarts entre femmes et hommes sont visibles dans presque tous les contextes, bien qu'il existe des niveaux et des différences importantes comme dans les cas de l'Afrique du Sud et du Rwanda, Hernandez y Ramos, 2018. C'est donc là une priorité de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Y compris pour ce facteur qui s'est grandement amélioré au niveau mondial, l'inscription des femmes dans les universités, l'Afrique subsaharienne se maintient en dehors de ces changements positifs, UNESCO 2019A, 2020. L'infime représentation des femmes au sein du personnel de l'éducation supérieure est également remarquable, avec une légère tendance au déclin entre 1995 et 2018, en passant de 26% à 24%. Le reste des régions africaines enregistre cependant une amélioration, UNESCO 2020b. Ceci est d'autant plus visible dans les carrières STEM, avec une sous-représentation que l'on retrouve par la suite sur le marché du travail. Elu et Price, 2017, analyse ce phénomène et conclut que cette faible représentation féminine dans les carrières STEM ne peut s'expliquer que par l'existence de barrières discriminatoires qui les empêchent d'accéder aux professions scientifiques. Ces auteurs suggèrent également que seules les politiques d'égalité de genre STEM pourraient permettre de parvenir à relever le 6e défi de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les inégalités sont aussi présentes dans les domaines de connaissances dans lesquels publient les femmes et les hommes. Les centres d'intérêt des mouvements féministes du Sud tournent autour des sciences de la santé, de l'agriculture et des sciences environnementales. Leurs préoccupations pour les questions agricoles sont étroitement liées à la sécurité alimentaire et à la durabilité, un enjeu actuel urgent de nombreux pays du Sud. Les scientifiques africaines reconnaissent également la valeur des connaissances traditionnelles indigènes dans des domaines tels que la médecine, réussissant à mettre en place des dialogues entre différents systèmes scientifiques pour un bénéfice commun, une condition indispensable et élémentaire au développement. Les lignes prioritaires de recherche des femmes se centrent principalement sur le local et le contextuel, créant ainsi des réponses différentes, des priorités différentes et des méthodes d'études scientifiques différentes. Beaucubets, 1998, page 85. Afin de trouver des voies pour avancer dans cet agenda 2063,
les initiatives mises en place sur le continent africain ont été diverses. Ce vaste éventail n'a pas été exempt de résistance, de débats et de controverses. González y Ledesma, 2016, 1. Le nombre de politiques de discrimination positive a augmenté afin de parvenir à la parité dans l'accès aux études supérieures. Diverses mesures ont été prises, allant de la différenciation des notes moyennes d'accès aux filières dans lesquelles la présence féminine est faible à la priorité de l'octroi de bourses d'études. 2. Un cours zéro d'accès a été mis en place, destiné aux femmes pour certaines filières universitaires où elles sont minoritaires, comme en Tanzanie. 3. La construction ou la réhabilitation de résidences universitaires a été financée afin de garantir la sécurité des étudiantes, spécialement au Kenya et en Namibie. 4. Les femmes résidentes universitaires de Tanzanie et d'Ouganda ont priorité dans l'octroi d'un logement. 5. La sécurité sur les campus a été renforcée pour les élèves, professeurs et chercheurs. Acier Lumumba 2010. La persistance de cet écart entre femmes et hommes, dans le cas de l'Afrique, a conduit à une grande mobilisation pour atteindre l'égalité des opportunités et le développement des pays africains. La fuite ou la perte de talents féminins est un véritable gaspillage de l'investissement dans l'accès à l'éducation supérieure. À moyen et long terme, cette situation se répercute sur le développement même des pays. La ségrégation occupationnelle par genre a également un effet boule de neige qui touche d'autres professionnels, d'autres marchés du travail et, par conséquent, fait augmenter l'inégalité économique. Enfin, le manque de modèles à suivre peut entraîner plusieurs conséquences. Renforcer cet écart ou créer des résistances et des luttes contre la discrimination de genre en optant pour plus de probabilités de succès dans le monde académique. Et enfin, indiquer que la politique qui a démontré son efficacité mondialement a été celle de la mise en place de réseaux transnationaux. Les structures mises en place pour promouvoir l'égalité sont de plus en plus nombreuses ces dernières décennies, spécialement en Amérique latine et en Afrique, avec un point commun, celui du travail en réseau et la connexion transnationale, Horta puis Garcia 2014. Ce travail collaboratif fait naître et croître les réflexions sur les causes de toutes ces inégalités décrites, sur les stéréotypes de genre subjacents dans l'ensemble des traditions culturelles, et le besoin de construire des réseaux féministes pour l'égalité de genre. C'est précisément un exemple de ce type d'initiative qui est décrit dans le paragraphe suivant. 3. Projet CIMPI. Réseau de coopération interuniversitaire Canaries-Afrique. La question dépasse l'action individuelle des femmes et il est nécessaire d'analyser les structures ou le discours qui empêchent les femmes d'évoluer au sein de l'enseignement supérieur. IESALCUNESCO, 2021, page 54. L'information actuellement disponible souligne que, malgré l'évolution positive des règlements et des normes, qu'elles soient internationales ou nationales, l'application réelle des politiques d'égalité et des ressources nécessaires dans chaque pays n'a pas suivi la même tendance. Précisément, le développement de ces dernières par la création d'un réseau a été l'une des principales réussites du projet Réseau de coopération interuniversitaire Canaries-Afrique. Recherche, innovation et évaluation à partir de méthodes collaboratives en matière de politique d'égalité auxquelles ont participé le Cap-Vert, l'Espagne, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Ce projet est ici présenté. 1. Objectifs et phases. Ce projet est né du groupe de recherche, déjà existant, de l'Université de La Laguna, Migraciones Généraux e Identidad-3 formé de chercheuses possédant une grande expérience en coopération interuniversitaire au niveau international et des expertes en égalité de genre. L'une des idées centrales à l'origine de ce projet est la profonde conviction que les universités possèdent un rôle essentiel dans l'obtention de l'égalité, ce qui implique logiquement que ces espaces universitaires soient un creuset favorable à la gestation de ce type de politique. C'est de cette manière également que la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento du gouvernement des Canaries percevait cette question. Le projet a été financé, de ce fait, par cet organisme dans le cadre de l'appel d'offres de subvention 2017 pour des projets de R+D+I destinés aux organismes de recherche et des entreprises dans les domaines prioritaires de la stratégie de spécialisation intelligente des Canaries RI3, Pau Canarias FEDER 2014 à 2020.
Ce projet a débuté en avril 2018 et s'est achevé en octobre 2021. À partir de là, un réseau entre les universités canariennes et des pays de l'Afrique de l'Ouest s'est tissé, se centrant sur le travail collaboratif pour concevoir, appliquer et évaluer les politiques d'égalité. Ce réseau regroupe actuellement 28 chercheuses et chercheurs et 3 experts et expertes externes. Les universités participant à ce projet sont l'Université de La Laguna et l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, les deux en Espagne, l'Université du Cap-Vert, l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako au Mali, l'Université de Nouakchott Al Asriya Mauritanie et l'Université Hassan II Casablanca Maroc. Une autre priorité du projet a été la mise en place d'un espace commun de construction de connaissances. Cette collaboration entre universités et territoires impliqués, à la fois si différents et si proches, a permis de chercher des réponses aux enjeux communs et spécifiques auxquels sont confrontées les universités africaines et canariennes. Partager les connaissances pour promouvoir l'égalité, tout en y intégrant la diversité culturelle et les propositions endogènes, a été rendu possible grâce au développement de méthodes collaboratives et innovantes. Les 5 objectifs principaux de ce projet, qui se sont maintenus malgré la crise engendrée par la Covid-19, ont été les suivants. Tableau 1. Objectif du réseau CIMPI. Source: Réseau de coopération interuniversitaire Canaries-Afrique, investigation, innovation et évaluation des méthodologies collaboratives en politique d'égalité 2017. Pour pouvoir atteindre de tels objectifs, plusieurs accords de collaboration ont été signés entre les universités participantes et le projet a été conçu en plusieurs phases. Face à la pandémie mondiale, ces dernières ont dû être réorganisées en 2020. Leurs principaux résultats sont présentés ici, insistant plus particulièrement sur le parcours difficile, entrepris pour atteindre les objectifs prévus dans la situation et les limites imposées par la Covid-19. 3 grandes phases définissent ce projet. Première phase, du début jusqu'aux premières journées internationales, avril 2018 au février 2019. Afin de faciliter le travail du réseau et de le renforcer dès le début, une page web de diffusion du projet, la WebRed CIMPI, a été créée, disponible en espagnol et en français, www.simpiel.com. On y trouve entre autres un réseau intranet pour le travail du collectif avec plusieurs outils technologiques de travail académique, Groupware. Tous les résultats du projet sont également accessibles sur http://www.simpiel.com/resultados/. Les diagnostics de départ sur les politiques d'égalité au sein de chaque université participante ont été réalisés parallèlement à ce travail. Ces diagnostics ont été publiés par Casa Africa. Une fois terminés, toutes les équipes du projet se sont réunies à l'occasion des premières journées internationales de recherche du réseau CIMPI. Le résultat le plus important de cette rencontre a sans aucun doute été l'engagement pris par les universités. Il est inclus dans le document Reto y propuesta para el fomento de políticas públicas de igualdad en el ámbito de la educación supérieure. Tableau 2. Enjeux communs à toutes, les universités associées au réseau CIMPI. Source: Réseau CIMPI, février 2019. Nombreuses ont été les actions de sensibilisation durant cette première phase, en particulier celles destinées à la population étudiante universitaire, comme le Concurso Bane del Proyecto CIMPI avec la participation des élèves de design et des beaux-arts de toutes les universités participantes. Un représentant ou une représentante de chaque université se chargeait de choisir l'image gagnante lors de ces journées, voire image 1. Diverses activités ont également permis de sensibiliser la population étudiante, comme l'élaboration d'articles de presse par les élèves de la faculté de journalisme. Image 1. Logo Réseau CIMPI 2019. Source: Réseau CIMPI 15 mars 2019. Élève gagnante, Nerea Garcia, étudiante en licence de design à l'Université de La Laguna. Quant à la publicité du projet, un soin particulier a été apporté de plus à sa diffusion dans les moyens de communication et les réseaux sociaux,
Boletín de la Sociedad Española de Educación Comparada, SEEC, Canal de la Universidad Española de Educación a Distancia, UNED, Radio Nacional de España, YouTube, Twitter. Toutes ces informations sont disponibles sur le web réseau CIMPI. Ces activités de diffusion et de sensibilisation se sont poursuivies durant toutes les phases du projet. Enfin, l'effort mis en commun a permis d'élaborer le Código Ético de la Red CIMPI, ou code éthique du réseau CIMPI qui guide toutes ses actions et ses prises de décision. Par le biais de ce code, toutes les universités se sont engagées à promouvoir, au sein de leur structure et de leur fonctionnement, le principe de non-discrimination pour raison de genre et pour maintenir l'égalité réelle ou substantive comme le prônent les instruments du système des droits de l'homme des Nations Unies. Deuxième phase, étape de planification et conception des actions en commun et spécifiques, mars 2019 au juin 2020. L'ensemble des activités a été conçu sur la base de ces défis et de ces propositions. 2 fiches ont été élaborées, l'une de planification et l'autre d'évaluation. Le potentiel de ces outils réside dans le fait qu'ils ont été conçus pour des contextes très diversifiés, ce qui les rend fort utiles pour le développement de politiques d'égalité sur différents continents. Cela inclut également des indicateurs d'évaluation, non seulement quantitatifs mais aussi qualitatifs afin de développer ce type d'indicateurs. À ces outils s'en ajoutent d'autres, collaboratifs, conçus spécifiquement pour certaines activités communes, qui ont un grand intérêt pour les méthodes appliquées et leur potentiel dans les prises de décision, lors de la définition des activités à réaliser par les universités participantes. Sans compter l'évaluation spécifique et interne, une évaluation interne a été organisée, menée par des personnes expertes en politique d'égalité de chaque pays impliqué. Leur expertise a porté sur l'évolution du projet. Les détails de cette méthode employée peuvent être consultés dans le document Méthodologie Adelphi. Red CIMPI. L'application de méthodologie participative a mis en exergue le besoin d'utiliser des outils communs pour renforcer le réseau et permettre une compréhension plus fluide. D'un côté, une fois les diagnostics de départ achevés, la nécessité d'amplifier et de spécifier les indicateurs communs pour chaque contexte universitaire s'est fait sentir. La proposition Indicador en Políticas de Igualdad para el Diagnóstico Final est soigneusement expliquée chapitre 8. D'autre part, les divers ateliers et les rencontres ont mis en avant l'utilisation de concepts au sens multiple et parfois opposés. Afin de pouvoir avancer dans la construction commune des connaissances, une des propositions les plus importantes du réseau, un travail complexe a dû être mené. La rédaction d'un glossaire, Glosario de Términos en Igualdad, Cooperación y Diversidad Cultural, adopté par tous les membres du réseau. Il faut enfin signaler que, durant cette deuxième phase, plusieurs séjours internationaux de suivi ont eu lieu, renforçant les liens et la confiance entre les chercheuses et chercheurs ainsi que leurs implications face aux enjeux communs. Malheureusement, plusieurs d'entre eux ont été annulés à cause de la pandémie. Troisième phase, étape d'exécution et de clôture du projet, juin 2020 au octobre 2021. Malgré la pandémie, les enjeux communs se sont maintenus tels qu'ils apparaissent dans le tableau 2, élaboré en 2019. Cependant, les stratégies et les propositions à mettre en œuvre se sont vues modifiées par la Covid-19. Plusieurs activités ont été annulées sur le continent africain par manque de disponibilité de ressources TIC, plus particulièrement les activités destinées aux élèves. La plus grande partie des activités se sont réalisées à partir de septembre 2020 et de janvier à septembre 2021, lorsque les circonstances dérivées de la situation alarmante et le confinement le permettaient. Parmi ces activités, nous pouvons citer celles communes à toutes les universités et celles concernant le transfert des connaissances à la société. Dans le cadre des activités communes, les 2 Jornadas internationales de évaluation de la Red CIMPI, qui se sont déroulées en juin 2021, ont été particulièrement importantes. Elles offraient un bilan général du projet, présenté par les coordinatrices et coordinateurs de toutes les universités du réseau CIMPI, par le biais des analyses des diagnostics finaux, des activités réalisées et de l'avancée des enjeux proposés et futurs. Ceci a débouché sur une évaluation positive des objectifs établis initialement,
mais marquée par les difficultés et les efforts qu'a entraîné la pandémie mondiale. La diffusion scientifique et sociale des résultats du projet a joué un grand rôle lors de cette deuxième phase. Un des points les plus importants a été l'effort déployé par plusieurs universités pour non seulement faire connaître le projet, mais également promouvoir les politiques d'égalité au sein de la société. Pour ce faire, les ressources numériques et la réalisation de vidéos et micro-vidéos ont été essentielles. Les travaux scientifiques académiques, tels que la soutenance de TFG et TFM, ainsi que la remise de prix aux recherches incluant les objectifs du projet, ont également eu une grande importance lors de cette deuxième phase. Mais ce sont probablement les diagnostics finaux des universités associées au réseau CIMPI, en matière de politique d'égalité qui ont marqué cette période. Et c'est précisément sur ceci que s'appuie cette publication. En suivant le guide des indicateurs communs antérieurement cités, chaque université a procédé à une analyse évolutive de son contexte. Une étude comparative interuniversitaire, à partir de plusieurs domaines, a été menée afin d'extraire des conclusions communes pour l'élaboration, l'application et ou l'évaluation prospective de plans, de programmes, de projets ou d'autres instruments orientés vers des politiques d'égalité d'opportunités de chance intégrées à la structure de chaque université. Les détails de ces travaux font l'objet du prochain chapitre. 2. Diagnostics finaux et réflexions depuis le réseau CIMPI. Les travaux décrits ici partent des données et des réflexions, fruits du projet réalisé. Chaque équipe a décidé quels étaient les thèmes les plus importants et les réflexions qu'elle souhaitait transmettre. Ces considérations débutent dans le chapitre 2, de la main du professeur Ousmane Ouag, de l'université de Nouakchott Al Asriya, Mauritanie, intitulé Chapitre. Le genre dans l'enseignement supérieur en Mauritanie. Analyse quantitative et qualitative. Le système éducatif mauritanien est brièvement passé en revue, en se centrant sur la place des femmes dans l'éducation supérieure du pays. Cette analyse est de grand intérêt face au manque d'analyse sur le sujet. Elle motivera sans aucun doute d'autres études dans le futur. L'équipe de l'UNICV du Cap-Vert présente dans le chapitre 3 intitulé « Les politiques de promotion de l'égalité de genre au Cap-Vert » le dialogue entre l'académie, les institutions publiques et les ONG. Parmi les analyses faites par les professeurs Carmelita Silva, Carla Carvalho et Clementina Furtado, ressort non seulement la particulière incidence sur la lutte de genre, aussi bien de la part de l'État capverdien que depuis son université, mais également l'importance donnée aux alliances faites avec la société civile et le travail avec les hommes pour répondre à cette question cruciale. Égalité des genres à l'université Hassan II Casablanca, UH2C. Constat et perspectives, c'est le titre du chapitre 4. Il regroupe le diagnostic final de l'université Hassan II Casablanca, Maroc, réalisé par les professeurs Mina Bertachi, Soumia Mordan, Najia El Boudali. Il examine des avancées en matière de loi de ces dernières années, à la persistance des inégalités entre hommes et femmes dans les carrières universitaires, plus particulièrement dans les postes de prise de décision. Le chapitre 5 présente le travail réalisé par Fatoumata Keïta, Brema Elidiko et Ali Tounkara de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali. Sous le titre « Impulser une politique d'égalité de genre à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, ULSHB. Enjeux, défis et perspectives », ce chapitre part des entretiens individuels et des analyses de textes pour tenter d'apporter des réponses aux questions aussi essentielles que des politiques de promotion du genre en éducation supérieure sont-elles mises en place et plus particulièrement au sein de la ULSHB? Au chapitre 6, participation et engagement des acteurs universitaires dans les politiques d'égalité. Une analyse du diagnostic de l'Université de la Laguna. La mise en place de politiques d'égalité au sein de cette université est analysée. À partir d'une mise en contexte plus que nécessaire de ce type de politique en Espagne, l'accent est mis sur les différents agents qui participent à ces politiques et sur leur rôle dans les changements et les résistances rencontrées. L'équipe de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, composée de Rosalia Rodriguez Aleman, Pilar Domínguez Prats et Jennifer del Carmen Navarro Hernández, s'est chargée du chapitre 7,
les politiques d'égalité au sein de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria et le transfert des connaissances à partir du réseau CIMPI. Ce chapitre traite, entre autres, de la recherche qualitative réalisée, de ses résultats et de l'important travail de diffusion durant les différentes phases du projet. Un bilan général prospectif sur la situation des politiques d'égalité des universités associées au réseau, effectué à partir des diagnostics finaux, constitue le chapitre 8. Sous le titre Politique d'égalité au sein des universités atlantiques et d'Afrique de l'Ouest. Réalité, défis et propositions, les professeurs Carmen Ascanio Sanchez et Inmaculada González Pérez présentent deux éléments essentiels. Une comparaison contextualisée de la situation des universités analysées dans différents domaines et des réflexions à partir du travail collaboratif réalisé sur les défis et les propositions futures pour le réseau CIMPI. Le chapitre 9 ferme cet ouvrage sur un espace déployé les réseaux dans lequel quelques nouveaux associés, contactés durant ce processus, ont pu apporter brièvement leurs réflexions sur des aspects liés aux politiques d'égalité dans leur pays. Ceci nous permet d'offrir une perspective plus large sur d'autres contextes nationaux et surtout, de renforcer les futurs réseaux de travail. Les apports des chercheuses du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire ont été réunis par Sara Garcia Cuesta et Mathilde Candelaria Diaz Hernandez. Les professeurs Aimé Danil Lezoukofi et Valérie Kouassi-Konine, de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, présentent à cette occasion un travail intitulé Politique d'égalité dans les universités de l'Atlantique et de l'Afrique de l'Ouest. Cas de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Elles circonscrivent leur analyse au domaine des politiques de genre en Côte d'Ivoire, pour ensuite se centrer sur la situation au sein de leur université. Elles apportent d'intéressantes données sur l'équilibre de genre dans différents domaines, ainsi que des questions essentielles telles que la formation, la sensibilisation, les violences de genre et la conciliation. En ce qui concerne le Sénégal, la doctorante Bitiloko Fall, de l'Université de Saint-Louis, aborde sous le titre La place des filles aux filières scientifiques, les répercussions de ce thème dans un contexte de globalisation qui, comme elle l'indique elle-même, est marqué par la compétitivité, l'employabilité et la spécialisation. L'auteur analyse le contexte africain et les défis pour les politiques publiques nationales et internationales, ainsi que les perspectives actuelles et futures. La troisième contribution à ce chapitre, sous le titre Politique de genre à l'Université Joseph Kizerbo du Burkina Faso, introduit une réflexion autour de la politique de genre de l'Université Joseph Kizerbo, son application et les perspectives futures. Cette troisième contribution, de la main de la professeure Lahawa Sawadogo Tiendrebeogo, de l'Université Joseph Kizerbo du Burkina Faso, aborde les politiques de genre au sein de cette université et analyse brièvement la situation et les réponses sur le chemin qu'elles prennent. Une des structures est la création d'une chaire sur les questions de genre au sein de l'université et les actions menées par cette dernière, un point fondamental pour comprendre la situation actuelle. Pour conclure, elle apporte une réflexion courte mais dense sur les résultats de ces politiques et les défis à venir. Nous souhaitons enfin remercier les organismes et groupes de recherche qui ont soutenu ce projet pendant de longues années et ont permis d'atteindre ses objectifs. La Fundación General de la Universidad de la Laguna, le Cabildo de Tenerife, la Unidad de Igualdad de Género de l'AULL, le Master de Interpretación de Conferencia de l'AULL, l'Instituto Universitario de Estudios de la Mujeres, le Centro de Estudios Africanos, la Cátedra Cultural Migraciones, Globalización y Nuevas Ciudadanías, le Grupo de Investigación Migraciones, Género e Identidad, et le Grupo de Investigación Cooperación Educativa Internacional. Le travail présenté ici prétend apporter des réponses aux interrogations comme celle de l'Institut international pour l'éducation supérieure d'Amérique latine et des Caraïbes, IESALC, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Si les femmes représentent la majorité des étudiants universitaires, pourquoi continuent-elles d'être en minorité parmi le professorat titulaire et le professorat titulaire de chaire? Pourquoi sont-elles si peu nombreuses à être chercheuses ou auteurs publiés?
Si les femmes et les hommes reçoivent la même formation universitaire pour parvenir à être titulaires de chaires et que leurs tâches sont les mêmes, pourquoi leurs salaires sont-ils différents? Si les femmes sont plus nombreuses à étudier et à obtenir un diplôme, qu'est-ce qui empêche les femmes hautement formées d'occuper la moitié des sièges autour de la table principale? IESALCUNESCO, 2021, pp 11 à 12. Bibliographie. Acier Lumumba, N. Cord. 2010, Mujeres en Africa, Educación y Poder. El acceso a los estudios superior, IEPALA, Tomo Y2. Bendels, Monsieur et al., 2 de enero de 2018, Gender Disparity in Equality Research Revealed by Nature Index Journals, PLOS ONE 13.1. Récupérado el 15 de julio de 2021, https://doi.org/10.1371/journal.pon.018913. Beaucubets, J.A., 1998, Gender and Formal Education in Africa, en Exploration of the Opportunity Structure at the Secondary and Tertiary Levels, in block, Monsieur, Beaucubets, J.A. Itabachnik, B.R., Women and Education in Sub-Saharan Africa, Power, Opportunity and Constraints, pp 157 à 184, l'INRIENE Publisher. Bugan D. New Study Probe COVID-19 Impact on Women, Stellenbosch University 30 septembre 2020. Récupérado L1 de Runio de Commission Europea, 2019, Chi Figure 2018. Récupérado L23 de Marzo de 2021, https://publication-détail-publication-publication-9540 FFA1-4478-11-9-à8-8-01A75Z71A1. Tchernowitz, Laura, Agardien N. Badenhorst. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.